Je crois que la plupart ici connaissent un petit peu ma pratique et il y en a d'autres qui ne la connaissent pas. Moi-même aussi, je peux dire que je ne la connais pas. En fait, je suis super content d'être ici parce que c'est un peu le prolongement de ce que j'appelle un territoire. Quelque chose où je cherche toujours des correspondances, où je m'appuie sur ma langue natale pour comprendre des dimensions géographiques, des dimensions de rencontre, des dimensions de circulation qui ont précédé des frontières. C'est un exercice qui m'a été donné, qui m'a été offert comme ça par hasard et qui me laisse chez moi un goût aujourd'hui, un engouement pour partir plus loin. Je me souviens avec Carlos, dès mon retour de la Tunisie, où j'étais dans une recherche, première fois extra-Maroc. Je voulais venir en Mauritanie. Je veux partir après au Mali, au Niger, en Algérie. Tout ça, je suis animé par quelque chose que j'ai découvert par la suite, tout en ayant un enfant issu d'une immigration interne. Une immigration interne, c'est-à-dire mes parents, ils sont arrivés d'un Maroc invisible, un Maroc qui n'est pas considéré, un sud qu'on ne voit pas, qu'on fait appartenir à une Khala, Sahara, où il n'y a pas de repère. Où je me suis retrouvé à chaque fois dans l'exercice de répondre à des questions qui revenaient tout le temps. Je viens d'où? C'est où mes origines? Et j'ai compris à un moment donné, il fallait détruire ça juste pour que j'existe, que je dise, je suis d'ici. Et c'est à vous de répondre, de voir, de savoir et comprendre d'où vous venez. Je suis africain. J'ai rencontré une personne qui m'a résolu ça lors de mes recherches en Tunisie. C'est Salah Louarghi. C'est un musicien de Stamboli, qui est une tradition musicale africaine. Je lui demandais d'où il venait, il me disait qu'il venait du carrefour de Ouergla. Ouergla, c'est une ville dans le désert algérien qui a été un carrefour de commerce, de caravanes, etc. Du coup, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux me définir en tant que Marocain. Aujourd'hui, ici à Ouédan, je me sens chez moi. Dans le sud de la Tunisie, je me suis senti chez moi. Je suis parti dans cette construction, cette déconstruction plutôt, pour mieux comprendre. Pas question d'identité, mais question du brassage de réalité, de force humaine. Comment on peut vivre tous ensemble. Mon travail a commencé par un questionnement, il est habité jusqu'à aujourd'hui par un questionnement, qu'est-ce que ça veut dire être noir marocain? Ce corps chargé d'histoire, chargé de stéréotypes, associé à une image, associé à des stéréotypes tout simplement. Comment je travaille? Je vais parler juste d'un exemple de ça, qui est un bouquin qu'on a préféré éditer à la place d'un catalogue normal, à inviter d'autres personnes à contribuer et à assumer le titre de ce bouquin qui est Les Africains. Revendiquer cette africanité au Maroc, dans un Maroc officiellement qui ne se voyait pas africain jusqu'en 2017, je crois. Donc, pour ce travail, que c'était autour d'une exposition que j'avais appelée Les Mains Noires, où c'était questionner tous les métiers réservés aux Noirs, tous ces stéréotypes, et travailler surtout avec ces communautés. Ce qui m'intéressait, c'est de défier, de désapprendre, de tout débarrasser de l'école occidentale. C'est pas parce que j'ai une haine contre cette école occidentale, c'est juste que cette école occidentale va m'emmener que dans un chemin occidental. Et moi, j'ai envie de partir et de négocier un droit d'être là, que je suis là, de porter un regard sur le monde à partir de là où je suis. Donc j'ai choisi un endroit, j'étais pris par le choc. Omar Brada, qui est un curateur, qui m'a invité à faire cette exposition. Je lui ai envoyé tout de suite quelque chose que j'ai sorti de mes archives, qui était un article de journal qui parlait de séparation
entre cimetière pour les Noirs et cimetière pour les Blancs dans une région spécifique à Zagora. J'ai pas hésité, il fallait que j'aille voir, il fallait que j'aille parler aux gens, il fallait que je comprenne cette réalité. Lors de toutes ces démarches et tout ce temps que j'ai passé avec les gens, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je ne pourrais pas que parler avec eux et marcher avec eux. C'est-à-dire, je ne pourrais pas être dans une idée de signature à l'occidental, où je parle du jeu, mais je parle de nous. Partir sur une forme d'horizontalité, ça va m'offrir un échange. Et ils m'ont beaucoup inspiré dans tout ce que j'ai réalisé. Même des idées de pièces, c'était faire avec eux et à partir de J'étais donc à Temgrout. J'étais presque obligé d'aller chercher toute la littérature ancienne, la littérature, le récit de voyage qui est écrit sur ces régions. J'ai beaucoup lu autour de ça avant de partir. Puis, sur le champ, ça m'a donné des clés pour comprendre un petit peu. J'étais dans des formes de cartographie, à dessiner, par exemple, à repérer des quartiers spécifiques, où tu as toute une organisation spatiale de séparation qui se crée entre un quartier des Nassériens qui sont Shafa, c'est comme les Beni Hassan ici, qui s'appuient sur un pouvoir religieux autour d'une Zawiya, et tu as un quartier des anciens esclaves, tu as un cimetière pour les Nassériens, tu as un cimetière pour les Haratain, ou un quartier pour les Haratain, tu as des potiers, un quartier de potiers, mais ces potiers, ils ont une exception au Maroc, c'est qu'ils produisent une poterie verte assez exceptionnelle, mais tous ces potiers, c'est des familles noires qui exercent ça depuis des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, pour moi, c'est de la matière. C'est de la matière qui va m'offrir des éléments comme quoi, c'est-à-dire, est-ce que je peux partir sur une esthétique occidentale ou accepter l'esthétique de la différence, c'est-à-dire, une pièce ne va pas ressembler à l'autre. C'est notre logique, c'est une logique humaine. On est tous humains, mais on est tous différents. C'est ramener ces idées, ramener l'animisme, ramener toutes ces idées qu'aujourd'hui on a honte de dire parce qu'on ne veut pas être regardé comme non civilisé. Ramener tout ce qui a rassuré notre existence et notre résistance jusqu'à aujourd'hui. J'ai noté des choses comme quoi, que je ne peux me permettre d'être dans l'erreur qui est humaine, d'être dans le trébuchement qui est chose humaine, et pas être dans l'obsession de produire la vérité ou de produire quelque chose de permettre de prendre ça comme une recherche qui est juste une recherche spontanée et libre. Avec ces potiers, j'ai décidé qu'on fasse une sorte de cimetière avec leur poterie. Cette poterie qui est normalement avec laquelle ils font le tuile pour les mausolées, les lieux saints, etc. Et je me suis retrouvé à un moment donné à travailler avec toute la famille, leurs enfants, à être accueillis dans leur maison, à être adoptés, faire un travail collectif comme ça, produire, comme créer une sorte de cimetière qui rend honneur à cette communauté. Je parle avec le potier, à un moment donné, on parle de la violence verbale. Etc., tout ça. Et je lui pose la question, puis il me répond, tu vois, il n'y a pas plus dur que la langue. La langue, elle est dure, elle creuse, elle est brûlante. Je dis, mais je ne comprends pas. Il m'indique une pelle qui était dans son atelier. Là commence mon travail de plasticien avec ces outils que j'ai appris à l'école d'art. Tout de suite, je tilte et je vois que ça ressemble vraiment à une langue. Et c'est un process qui m'emmène à créer cette pièce, par exemple. C'est juste à travers une discussion,
en réactivant des outils, un imaginaire, etc. Et on aura l'occasion de parler de choix, par exemple. Là, c'est un travail, par exemple, qui m'est très cher. La communauté noire au Maroc se vend, on a l'île Haraté. Et on dit toujours qu'ils sont arrivés d'ailleurs, emmenés par un tel sultan, je ne sais pas, plantés quelque part. On leur dit des métiers spécifiques, le métaillage, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est forge, parce qu'ils sont plus proches du feu. Ils communiquent avec des âmes qu'on ne connaît pas. Il y a toujours cet aspect un peu comme vaudou en quelque sorte. Ces potiers, etc. La question de la terre, il y a un rapport racialisé très alarmant en fait, dans le sud du Maroc et dans ces oasis. C'est-à-dire entre les communautés noires qui revendiquent leurs droits à cette terre et des communautés de ces chorafats qui arrivent et qui prennent tout. Et qui réduit les autochtones à une main d'œuvre. Cette idée de main d'œuvre qui revient toujours en fait dans les réponses et les récits historiques, je voulais la matérialiser, mais avec une manière très absurde. C'est faire des sculptures de mains noires. Et ces sculptures ne sont que le vide de la main, le négatif de la main. Du coup, je demandais à des gens que je croisais de prendre un peu d'argile et me faire une sculpture. Et le choix de cette matière, c'est une terre, c'est la terre qui est problématique. L'eau, qui est aussi problématique parce qu'il existe là-bas aussi des sources d'eau qui sont la propriété d'une caste et qui vendent l'eau, qui est une forme d'injustice. Son passage par le feu, c'est questionner aussi ce stéréotype du feu. Et tout ça, ça résultait par, je ne sais pas, 600 ou 700 petites sculptures comme ça que je présente comme un amas dans un marché. Comme l'esthétique d'étalage dans le souk, en quelque sorte. C'est une sorte d'ironie autour de ces réalités. Je ne veux pas être plus long que ça, mais on aura l'occasion de parler un peu plus si vous avez envie, on peut projeter des visuels et parler beaucoup plus. Continue, parler à ma place. Non. Par exemple, ce qui m'emmène et ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire l'idée de la marge. À Nouakchott, moi j'ai jamais été, mais quand je suis arrivé, j'ai compris tout de suite à Tefrar Zia, c'est un quartier, une périphérie qui est habitée par une caste spécifique, etc. Et ça m'intéresse en fait, cette division spatiale qui mine de rien, c'est une division qui bloque nos imaginaires, qui bloque l'envol dont tu parlais tout à l'heure, qui te met c'est des murs invisibles pour l'émancipation et des murs physiques aussi. Et je suis très intéressé par ça. Je suis très intéressé par ces formes de révolte dont tu parlais avant-hier, de ce pouvoir d'aller. Je ne suis pas accepté dans ce lieu, cette configuration sociale. Je vais partir à Moulal et je vais créer ma propre. C'est légitime pour moi. C'est légitime. Dans ce bouquin, on a invité des gens pour revendiquer cette forme d'africanité, pour déconstruire aussi l'africanité qui est liée à la couleur de peau. Et que l'africanité, c'est une forme d'existence, c'est une pensée, c'est une civilisation, comme on disait Cheikh Anta Diop. Toute cette civilisation est une civilisation qui est liée aujourd'hui à l'homme blanc. Stefania Pandolfo, qui a contribué avec un extrait de son livre The Impasse of Angel, qui a travaillé beaucoup sur la région de Zagora, où j'ai mené cette recherche, où il a contribué avec un extrait de ce bouquin qui est juste fascinant à lire, parce qu'il pose juste la problématique d'un immigré, d'un noir du village qui est parti travailler à Casablanca. Son retour, il meurt. Après, ça crée tout un débat dans le village parce qu'ils ne savent pas où l'enterrer. Ils ne savent pas où l'enterrer. Est-ce qu'ils vont continuer à l'enterrer dans le cimetière
des Noirs ou dans le cimetière pour les Blancs. T'as Ali Safé qui est un chercheur et cinéaste marocain qui vit à Berlin, qui aussi qui contribue avec un texte sur l'existence ou la présence plutôt du corps noir à travers l'audiovisuel. Et il ramène une idée qui est très intéressante de questionner le blanchiment. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui, on tourne à toute l'iconographie, soit orientaliste, ou même après avec la venue de l'image, tous les Marocains, ils étaient noirs. Non, l'Afrique du Nord, c'est noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui a donné cette opportunité au colonialisme pour créer une île dans le continent qu'ils ont appelé aujourd'hui l'Afrique du Nord et à faire de cet espace saharien qui est un espace de mobilité un mur de séparation. Et Emmanuel Edoma, qui est un écrivain nigérien qui a vécu 2 mois au Maroc en résidence à Rabat et Tanger et qui, dans son récit, parle de toutes les formes de violence raciale qu'il a subies au Maroc. Merci. Merci. Je veux dire, en fait, la page que tu as dit qui t'est chère, ça m'a fait penser à sud de la Mauritanie, quoi. Parce que nous, négro-mauritaniens, qu'on soit, voilà, négro-mauritaniens, on est comme des frères, tu vois, reniés par nos propres frères. C'est-à-dire, nous ne sommes pas acceptés dans ce pays, mais aussi, ils veulent nous prendre toutes nos terres, tu vois. Ils veulent nous prendre toutes nos terres. Des terres. Voilà. Par exemple, ils veulent les vendre à des Saoudiens. Ils veulent, certains riches Mauritaniens, très riches, ils veulent venir avec des machines pour essayer de les prendre pour cultiver. Alors que c'est des terres héritées depuis on ne sait pas combien d'années. Bien, ok. Nous n'avons pas des moyens, pour utiliser ces terres. Mais personne n'a le droit de nous les prendre. Oui, mais à ta place, par exemple, je peux communiquer avec un village que je connais de l'autre côté. Là, je parle juste comme ça, spontanément. Et dans mon village, je peux mener une action. On peut mener une action simultanément. Il fait quelle largeur ce village? Il fait 10 mètres, 20 mètres? Ok. On va créer un pont avec des réseaux. En même temps, simultanément dans les 2 côtés. Et on va rejoindre et créer un pont symbolique. Là, je fais un travail artistique, mais qui prend une charge symbolique, qu'on le fait avec nos mains. On n'attend pas l'État. On questionne cette réalité, justement. Avec nos savoir-faire, des 2 côtés, qui est similaire, on peut créer ce pont. Même éphémère, mais ça prend une grande symbolique. Intéressant.